Bonjour. On étudie. Attendez, voilà. On étudie énormément on fait énormément d'études sur les différents traitements, sur les comportements des patients, etc. Mais on étudie rarement le système lui-même dans lequel ces traitements et ces patients existent. Alors, je rappelle un principe fondamental de psychologie humaine, c'est connais-toi toi-même. Je pense que les systèmes de traitement devraient mieux s'étudier eux-mêmes, parce que c'est une condition pour qu'ils puissent être efficaces. Alors, pour avoir un point de vue sur ces systèmes de traitement, je vais faire un peu de médecine fiction. Imaginons une société où les médicaments anti-hypertenseurs aient un accès limité, qu'il y ait une limitation des doses que les patients ont le droit d'emporter et que le non-respect du régime alimentaire soit sanctionné par l'arrêt des traitements. Qu'est-ce qui se passerait? On verrait un marché noir de ces médicaments anti-hypertenseurs qui atteindrait un prix élevé. Les vendeurs seraient des patients en traitement qui se feraient ainsi de l'argent facile et qui en profiteraient pour abuser d'alcool et de nourriture. Ils auraient donc une morbidité et une mortalité accrue. Les acheteurs seraient des patients qui n'ont pas accès au traitement, qui s'automédiqueraient, qui n'auraient pas de suivi thérapeutique et chez qui également la morbidité et la mortalité seraient accrues. Ce système aberrant est pourtant tout à fait normal, considéré comme tout à fait normal pour les usagers d'opiacés, où presque partout dans le monde, l'offre de soins est inférieure à la demande et parfois très largement, ce qui amène à la création d'un marché noir des médicaments, également à l'existence de scènes ouvertes qui sont les lieux où ces médicaments et les drogues en même temps peuvent s'échanger, des lieux aussi où se produisent des overdoses, des injections dans des conditions déplorables, des infections graves, et qui également interagissent avec les traitements qui deviennent interminables à cause de ces conditions dans lesquelles vivent les toxicomanes. Alors, pour sortir de cette folie, de cette absurdité, je propose de se rappeler un principe très simple qui se résume par 2 lettres grecques, diagnostic et traitement. Et c'est un principe médical que le traitement devrait suivre dès que possible le diagnostic. C'est un principe moral tout d'abord parce que c'est le moyen de réduire la souffrance et il ne devrait pas on ne devrait pas faire exception à ce principe pour les usagers de drogue. Il s'agit de valeurs fondamentales, humaines et égalitaires. Alors, qu'est-ce qu'il en est du diagnostic et du traitement de la dépendance aux opiacés? Il est parfaitement connu maintenant que la dépendance aux opiacés est une affection chronique récidivante et que le traitement essentiel est un traitement de longue durée à dose adéquate avec des médicaments de substitution. Où se situe le problème donc, puisqu'il n'y a pas de problème de diagnostic, pas de problème de traitement? Je pense que le seul problème consiste dans les obstacles qui sont mis au traitement. Alors, ceci, je vais survoler très rapidement, c'est pour rappeler que dans l'évolution de l'usage et de la dépendance à l'héroïne, il y a un phénomène de double dépendance aux produits tout court, mais dépendance aussi au mode de vie que l'usage du produit entraîne, qu'à cause de cette double dépendance, il y a une double stratégie possible qui consiste soit à changer le milieu du toxicomane, soit à lui donner un médicament de substitution, que les 2 approches sont nécessaires, mais que quantitativement, socialement, les médicaments de substitution ont un impact beaucoup plus grand et ils ne peuvent donc pas être écartés du système comme ils le sont encore dans quelques rares pays et ils sont souvent pas suffisamment disponibles dans beaucoup de pays. Alors, j'opposerai tout d'abord une approche pragmatique dans laquelle l'objectif est de fournir une offre de soins qui est adéquate à la demande, que donc
dans un tel système, la notion de liste d'attente doit être considérée comme une aberration et que la seule limite à l'accès aux soins doit être déterminée par le rapport entre le coût et l'efficacité. Ça, c'est un système idéal qui est loin d'être la réalité, mais qui s'approche assez de ce qui se passe de nos jours en Belgique et en France, où les systèmes sont très comparables, où on a une immense majorité des usagers d'opiacés, des gens dépendants aux opiacés qui sont traités en médecine de ville, et une immense majorité à l'aide de médicaments de substitution comme Subutex, Suboxone ou Méthadone. Par opposition à cette approche pragmatique, illustrée par la Belgique et la France, on pourrait parler d'une approche utopique qui vise à atteindre la perfection sans se soucier de la disponibilité des traitements. Je prendrai comme exemple le système norvégien que je connais bien parce que depuis quelques années, je travaille avec un certain nombre de patients norvégiens et le point de vue du système sur lui-même est exprimé par le responsable du ministère de la Santé norvégien qui considère tout simplement notre système est le plus cher et probablement le meilleur du monde. Un autre intervenant disait que les patients ont accès à la Rolls-Royce des traitements, à quoi je répondais que c'est une très belle voiture, mais il n'y a pas beaucoup de place. Alors, quel est l'objectif numéro 1 d'un système de soins qui permettrait de comparer la validité des différents systèmes? Selon moi, c'est la réduction de la mortalité. Alors, dans l'approche pragmatique, on voit que les décès par overdose ont tendance à diminuer, et dans l'approche utopique, les décès par overdose augmentent puisque ça ne fait pas partie des objectifs principaux. Illustration de nouveau par la France, où on voit que lorsque ont été introduits les médicaments de substitution, principalement le Subutex à l'origine, là on a assisté à une chute radicale, spectaculaire des décès par overdose. Si l'on compare cela avec un système que j'ai appelé utopique, la courbe en rouge représente la mortalité liée à l'usage des drogues en Norvège. On voit immédiatement la différence spectaculaire. En moyenne, 10 fois plus de décès par overdose en Norvège que dans le reste de l'Europe. Et ce qui est aussi frappant, c'est que les lignes verticales montrent le moment où les systèmes ont été remis en question. Alors, vous voyez sur la ligne bleue en France qu'au moment, ce qui correspond au graphique précédent, au moment où l'on introduit à une large échelle les médicaments de substitution, il y a une chute de la mortalité. En Norvège, lorsque le système a été réformé, rendu meilleur selon les critères locaux, la mortalité a augmenté de manière marquante. Alors ceci est un exemple d'étude réalisée en Norvège et qui montre qu'on n'hésite pas à étudier des gens qui sont en attente de traitement. Et donc, on leur donne, pendant qu'ils attendent le traitement parfait, le traitement utopique, on leur donne charitablement de la buprenorphine et on observe qu'évidemment, ils meurent moins. En réaction à cela, un ministre de la Santé norvégien a affirmé que les toxicomanes ne devraient pas continuer à mourir dans la liste d'attente, dans la file d'attente. Et pourtant, cette étude de 2007 montre que la buprenorphine n'est toujours pas donnée convenablement puisqu'on continue à la donner pour une période limitée au lieu de la donner pour une période nécessaire et indéterminée. Et dans cette étude, par exemple, on voyait que 5 patients, 6%, presque 7% des patients décédaient au cours des 24 mois de l'étude. Et pourtant, 6 ans après, les conditions de traitement n'ont pas encore tellement changé. Les gens continuent à mourir sur la liste d'attente,
malgré une étude qui compare les décès par overdose, près de 2% ceux qui attendent un traitement et 0,4% pour ceux qui sont en traitement. Le système norvégien a été décrit ici par un médecin norvégien, même qui montre un peu l'absurdité de la chose. Lorsque un toxicomane s'adresse à son médecin généraliste, celui-ci ne peut pas le traiter, il ne peut même pas l'envoyer vers un centre spécialisé, il doit le diriger vers les services sociaux qui décideront s'il a droit ou non de s'adresser au système de soins spécialisés, qui est appelé l'AR, là-bas. Là, on va décider si, oui ou non, il remplit les critères d'admission, mais on ne va pas l'admettre, on va simplement lui dire, on vous écrira, et on lui écrit 6 mois, 1 an ou 1 an et demi plus tard pour l'accepter ou non. Et donc, on voit des patients, autant il est difficile d'être accepté, autant il est facile d'être rejeté du traitement, en cas de consommation de cannabis ou de benzodiazépine. Et donc, les patients font une course... Ils tournent en rond pendant des années, ce qui explique l'élévation de la mortalité par épuisement. Ici, c'est une étude scandinave aussi très ancienne, fondamentale, qui a montré à quel point les gens qui recevaient un traitement à la méthadone survivaient beaucoup mieux que ceux qui n'en recevaient pas, avec un groupe contrôle. Et pourtant, la Suède, dans ce modèle scandinave utopique, a réduit les traitements de longue durée à la méthadone, au lieu de faire le contraire. Ici, c'est un tableau, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui montre que globalement, la disponibilité des traitements de substitution réduit les risques d'infection HIV. Ça a été montré largement ailleurs. Donc la grande question qui se pose au système de soins, c'est de voir si on traite ou si on essaye de dissimuler le problème. Et il y a vraiment les deux optiques sont présentes, avec comme cas extrême la Russie, où sont très étonnés là-bas qu'on soigne les gens. Un responsable russe nous disait que vous parlez de patients et nous les appelons des citoyens perdus. Et en Norvège, qui est un cas intermédiaire où on traite, on prétend traiter, mais l'objectif fondamental, selon moi, n'est pas, et surtout de dissimuler le problème. Et c'est pour ça que les morts par overdose ne dérangent pas tellement, parce qu'ils contribuent au but, ils contribuent à dissimuler le problème. Évidemment, le problème, c'est qu'ils réapparaissent dans les statistiques, puisque les résultats sont comparés, notamment par l'Observatoire des drogues à Lisbonne. Et là, il y a quand même une certaine gêne qui est exprimée par la Norvège qui présente ce taux de mortalité par overdose très élevé. Alors, comment pourrait-on envisager de réformer les systèmes de soins? C'est, à mon avis, assez simple. Il suffirait de faire un diagnostic sur base de quelques indicateurs précis qui sont la disponibilité des traitements de substitution, combien de patients en traitement, quelles sont les différentes options thérapeutiques, est-ce que ces systèmes sont flexibles ou rigides ou trop rigides, et dans quelle mesure est-ce que ces traitements sont stigmatisés dans le système. Il faudrait contrôler le temps d'attente avant traitement pour le réduire au minimum, et l'existence de scènes ouvertes est le signe évident que le système de soins ne répond pas aux besoins. Quant à traiter le système, eh bien, c'est aussi très simple. Il suffit de rendre les traitements disponibles pour ceux qui en aient besoin, et ça se traduit par une disparition des listes d'attente. La condition indispensable pour cela, c'est que ces traitements soient disponibles en première ligne, c'est-à-dire d'abord en médecine générale, en médecine de ville. Et il est important aussi de prendre conscience du fait que les excès de règlement et de contrôle sont contre-productifs. Plus il y a de règlements compliqués, moins il y a de traitements et plus il y a de décès. Je vous remercie. C'est encore Sibelle Bilal. Écoutez, effectivement, les réductions des risques au début n'ont pas pu intégrer le contexte social de la maladie,
mais ce n'était pas dans nos cultures de début non plus. Mais ce qui est très intéressant avec le discours de Marc, il le montre parfaitement bien. L'exception française a eu des réussites de mettre en massif sous traitement substitution et par ce biais réduire les risques chez les UD intraveineuses aux opiacés dans le temps grâce à la médecine de ville. Depuis 3 jours, je observe que nous avons aussi des débats à l'issue de recueil de données concernant encore une fois 5 à 10% de population extrêmement précarisée et marginalisée. Nous le savons depuis des années 90. La réponse à ce public ne passerait pas uniquement mise à disposition de kits ou de l'écoute attentive des professionnels du terrain, mais réduction des risques de contamination à la fois par les billets de non-traitement ou de prostitution de ce public passera par une amélioration des conditions de vie et du social. Et nous en avons toujours des problèmes de trouver de logement, d'hébergement, accès aux soins et les traitements de base de ce public, y compris suivis par les équipes de première ligne. Si on regarde les bénéficiaires de CMU de Carut et le choix de médecins traitants, on est encore très, très, très limité. Merci. Ce n'était pas une question, mais d'autres personnes ont une question, s'il vous plaît. Non, bon. Et ben ça, Madame. Enjoyed your talk, and I enjoyed each of the talks very, very much. Carl, I'm such a fan of, I won't say anything there. But Mark, I hope going forth, thank you for all your comments, but I hope going forth, and let me ask you a question. Are you doing a study not of the increasing access, but the decreasing access to treatment for opiate addiction? In our great city of New York, we have seen closure of many methadone maintenance programs as hospital, even academic centers, have opted to give real estate for building new apartments, etc. I will not name names. Carl is laughing, he knows. We know well. Other medical centers, actually, of greatness, never got involved directly in treatment efforts. We won't go there at all. But I think the decline is what is terrifying me. We also are not doing enough follow-up, I think, of people in what are less restrictive treatments and very important to be out there, specifically buprenorphine naloxone, which I heralded and helped get approved way back when. But we're not seeing a follow-up of precisely outcome, which would be highly desirable. I further think that we need studies, and possibly you're doing them in Europe, I pray. The increase and decrease in treatment access of each of the 2 major kinds, methadone maintenance, buprenorphine naloxone maintenance for opiate addiction, the access or lack of access for what we're seeing as an epidemic, and you're beginning to get it in Europe, the oxycodone, Vicodin, which we'll hear about this afternoon, dependence problem, and then the decline in access to treatment, if you're seeing this in Europe, and I wish you'd come look at it in the US, Mark. So you are asking if we also observe a decline in access. Studies, quantitative studies. I don't know about studies, but I think we can observe the risk of decrease is always present because the risk of resting on our successes, and the opposition is also constantly coming back. So a work of public education is necessary, but I don't know about studies.